Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors considérons G et H deux groupes et une application phi de G dans H. Alors phi est appelé un homomorphisme si pour tout G1, G2 appartenant à G, on a phi de G1, G2 égale phi G1, phi G2. Donc l'application préserve les propriétés de chacun des groupes. Et si en plus phi est une bijection, alors on dit que c'est un isomorphisme. Un isomorphisme de G dans G lui-même est appelé un automorphisme. Alors, soit E1 et E2, les identités de G et de H. Et phi de G dans H, un homomorphisme. Alors, phi de E1 égale E2, et en plus, phi de G moins 1 égale phi de G moins 1. Donc, l'homomorphisme de l'inverse est l'inverse de l'homomorphisme. Alors, pour le démontrer, c'est pas très difficile. On a phi de G égale phi de G E1 qui est égal à phi de G phi de E1. Et de même pour l'inverse. Et donc, phi de 1 est l'identité, c'est-à-dire E2. On peut aussi simplement multiplier par phi G moins 1 à gauche, et on obtient E2 égale phi de E1. Ce qui démontre la première affirmation. Et donc, on a aussi E2 égale phi de G, G moins 1, c'est-à-dire phi de G fois phi de G moins 1. Et donc, phi de G moins 1 est l'inverse de phi de G. Ce qui démontre la proposition. Alors, soit G et H des groupes. Et phi, un homomorphisme de G dans H. Et E2, l'identité de H. Le noyau de phi, ce qu'on appelle le noyau de phi, est l'ensemble de tous les éléments de G, tels que phi de G égale E2. On démontre facilement, je vous le laisse comme exercice, que le noyau de phi est un sous-groupe de G. Alors, quelques exemples. Soit de groupe G et H. Et définissons l'application phi de G égale E. C'est-à-dire que tout élément s'applique sur l'identité. Pour tout G. C'est un homomorphisme. Et son noyau, c'est G tout entier. De même, pour tout groupe, l'application identité, id de G égale G, est un homomorphisme et même un automorphisme dont le noyau est le groupe trivial. Soit Z, le groupe additif pour les entiers, et on définit phi de n égale 2n. Donc les entiers sont appliqués sur les paires, les nombres pairs. C'est un homomorphisme de Z dans lui-même, mais ce n'est pas un automorphisme, ce qui est évident que ce n'est pas une bijection. Et son noyau est l'ensemble, et le sous-groupe trivial 0, qui contient que 0. Le déterminant est un homomorphisme de GLNR dans R astérisque.
déterminant de GLNR dans R astérisque. Et son noyau, c'est les déterminants égaux à 1, donc c'est SLNR. Si il existe un isomorphisme de G dans H, G et H sont dits isomorphes. Et cela est noté G égale avec un tilde H. Notons que ce sont bien deux groupes différents, a priori. Mais, pour tout usage pratique, souvent, on considère ces deux groupes comme étant un seul et même groupe, car ils sont isomorphes. On démontre très facilement que s'il existe un isomorphisme phi de G dans H, alors il en existe un de H dans G. C'est simplement l'application inverse, puisqu'elle est bijective. L'ensemble de tous les automorphismes de G, d'un groupe, forme un groupe sous la composition. C'est assez évident. Démonstration élémentaire. Et il est noté haute G. Puisque la composition d'un automorphisme avec un automorphisme donne de toute évidence un autre automorphisme. Considérons un élément G, petit g de G, et on va définir l'application phi de G, G dans G, comme étant, pour tout H, phi G de H égale G, H, G moins 1. C'est un automorphisme, on le vérifie très facilement, et l'application qui a G, phi correspond phi de G, est une application, est un homomorphisme de G dans haute G. Et son noyau est le centre de G. Tout ça est très facile à démontrer, vous pouvez le faire si vous voulez. Un automorphisme qui peut être exprimé comme phi G, de cette manière, pour un certain élément G, est appelé un automorphisme intérieur. Un automorphisme qui ne peut pas être exprimé comme ça est appelé un automorphisme extérieur. Soit G et grand H, un sous-groupe de G. H est appelé un sous-groupe normal si pour tout élément G de G et tout élément H de H, on a GH, G-1 appartient à H. Dans ce cas-là, H est appelé un sous-groupe normal. On peut montrer, c'est très facile, je vous laisse aussi, que tout sous-groupe d'un groupe commutatif est un sous-groupe normal. Le centre d'un groupe est également un sous-groupe normal. Et le noyau d'un homomorphisme de G dans H est un sous-groupe normal de G. Enfin, un groupe G, dont les seuls sous-groupes normaux, les seuls, sont G lui-même et le groupe trivial, est appelé un groupe simple. Notons que les groupes finis, ce sont les groupes avec un nombre fini d'éléments, comme le groupe des permutations. Nous ne serons pas tellement concernés par ces groupes-là, puisque nous allons parler des groupes de Lie, qui sont des groupes continus avec une infinité d'éléments. Les groupes finis semblent plus simples. Pourtant, leur classement fut ardu. On a classé les groupes simples et les groupes simples et les groupes semi-simples. Ce fut un travail de très longue haleine,
avec la découverte de groupes spéciaux très surprenants, dont un qui est appelé le monstre, et l'ensemble des démonstrations, des théorèmes, propositions, etc., et démonstrations qui donnent ce classement des groupes finis, a été fait comme un bottin téléphonique. Et à ma connaissance, c'est toujours en cours de vérification. Ça a nécessité des décennies de travail. Voilà, donc c'est pour montrer que même si on les appelle groupes simples, et même si on parle de groupes finis, avec un nombre fini d'éléments, la théorie des groupes n'a rien de si simple que ça. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, nous passerons à la définition des groupes de Lie, donc des groupes de Lie matriciels. Je vous remercie.